La guerre civile qui mettra fin à la République n'éclatera qu'après la guerre des Gaules, mais ses prémices vont se mettre en place pendant cette guerre des Gaules et même un peu avant, ce qui m'oblige à un petit retour en arrière. À Rome, le pouvoir appartient au Sénat, qui est un organe civil, mais il est menacé par la gloire des militaires ambitieux. Et le premier de ces militaires ambitieux, le plus glorieux à l'époque, c'est Pompée. Il s'est couvert de gloire en débarrassant Rome des pirates ciliciens qui, en 67-66 avant Jésus-Christ, avaient bloqué le port d'Ostie, et en 90 jours, 3 mois, Pompée les avait vaincus. Bravo! Et aussitôt après, Pompée avait mené la dernière guerre contre Mithridate de 66 à 63 avant Jésus-Christ, et à son retour, Rome lui avait offert un triomphe grandiose. Mais plutôt que de se faire nommer dictateur, Pompée avait préféré composer avec ses rivaux d'autres généraux glorieux. Il y avait d'abord Crassus qui avait écrasé la révolte des gladiateurs menée par Spartacus de 73 à 71 avant Jésus-Christ. Et puis il y avait aussi César, qui ne s'était pas encore illustré dans la guerre des Gaules, mais qui depuis 63 avant Jésus-Christ avait été élu grand pontife, lors d'une élection d'ailleurs qu'on soupçonnait entachée de fraude. Il restera grand pontife jusqu'à sa mort. Il avait également en 62 trempé dans la conjuration de Catilina dénoncée par Cicéron. Et donc Pompée s'associe avec Crassus et César pour former un triumvirat, c'est-à-dire un gouvernement de 3 hommes en 60 avant Jésus-Christ, et pour l'occasion Pompée quitte sa femme pour épouser la fille de César, qui s'appelle Julie. Tout cela se passe entre grandes familles patriciennes, riches et puissantes, notamment Pompée avait rapporté de la guerre contre les pirates un colossal butin, qui lui permettait de financer sa carrière politique. Néanmoins, César est le champion du parti plébéien, tandis que Pompée sera le champion du parti patricien qui défend les prérogatives du Sénat. Puis en 59, César se fait élire consul, et à cette occasion, il fait voter des lois agraires, une redistribution des terres, en faveur des pauvres de Rome, bien sûr, mais aussi des anciens soldats de Pompée. Il n'est jamais malhabile de flatter les partisans de votre futur adversaire. Ces réformes agraires étaient inspirées de celles qu'avaient réclamées autrefois les Gracques. À l'expiration de son mandat de consul, comme c'était d'ailleurs l'habitude, César, en 58 avant Jésus-Christ, fut nommé proconsul de Gaule cisalpine et aussi de Gaule transalpine, et c'est de là qu'il va entreprendre la conquête des Gaules. Mais pendant ce temps-là, Pompée et Crassus restent à Rome, et en 55, ils sont élus ensemble consuls. Et Crassus n'est pas de mauvaise volonté, mais en 53, il meurt, et donc il ne reste que Pompée. Si bien qu'en 52, à titre exceptionnel, Pompée deviendra consul unique. Il y en a un à qui ça ne va certainement pas plaire, c'est César. Et en 50 avant Jésus-Christ, c'est la défaite de Vercingétorix à Alésia, la guerre des Gaules est terminée, les Gaules sont conquises, toutes. Et logiquement, Pompée rappelle le proconsul, c'est-à-dire César, à Rome. Seulement, il est interdit à César de faire franchir à ses troupes le Rubicon qui sépare la province de Gaule cisalpine de Rome proprement dite. Et en même temps, César se demande quel sort lui réserve Pompée. Il décide donc de braver l'interdiction et de franchir le Rubicon à la tête de ses légions. Voilà pourquoi, en passant ce fleuve, il prononce la phrase célèbre « Alea jacta est ». Le sort en est jeté. La guerre civile commence. Et Pompée se réfugie en Grèce, de toute façon il reste à l'intérieur de l'Empire roman, si bien que César passe l'Adriatique et va l'attaquer en Grèce, où il va le battre à la bataille de Pharsale en 48 avant Jésus-Christ. Pompée s'enfuit de nouveau et se réfugie en Égypte. Et là, le pharaon du moment, qui s'appelle Ptolémée XIII, décide de l'assassiner pour plaire à César. J'ai une petite idée que César était en effet très content, mais il fit mine de ne pas l'être, et sous prétexte de punir ce crime, il fit déposer le dernier pharaon, qui s'appelait Ptolémée XIV, c'est-à-dire le frère de Ptolémée XIII, et mit à sa place Cléopâtre comme reine d'Égypte, ce qui permettait de soumettre l'Égypte à Rome un peu plus étroitement. En 47, César alla combattre Pharnace, qui était le fils de Mithridate, roi du Pont. Et il le vainquit en 5 jours, ce qui lui permit de prononcer encore une phrase célèbre « Veni, vidi, vici » « Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu ». En 46, il eut encore à vaincre Caton d'Utique, qui était l'arrière-petit-fils de Caton le censeur. Utique est une localité toute proche de Carthage, et c'est en effet en Afrique que César vaincut Caton d'Utique à Taspus. Et c'est aussi en 46 que César se fit offrir par Rome un triomphe qui concluait la guerre des Gaules et d'autres campagnes. Et en 45, décidément il bat tout le monde, César battit les fils de Pompée en Espagne à Munda.
Et après toutes ces glorieuses victoires, César va être couvert d'honneur. Il n'est pas peu fier, il ne faut jamais faire ça. Il faut toujours avoir le triomphe modeste. Vous allez voir, ça ne va pas lui profiter. Donc le Sénat nomme César dictateur et puis il le nomme consul pour 10 ans. Et le Sénat, qui n'a jamais trop de bonté pour lui permet de porter en permanence le costume de triomphateur, ainsi que de se coiffer jour et nuit de sa couronne de laurier bien connue. Et on lui accorde le titre d'imperator. Alors, imperator, ça n'est pas du tout empereur, cela désigne un général victorieux, ce serait analogue au titre de maréchal. Et le Sénat continue, il le nomme en 44 dictateur perpétuel. César ne se sent plus de joie. Il a oublié le proverbe romain, la roche tarpéienne est près du Capitole. En effet, le parti patricien, qui défend les prérogatives du Sénat, a été maintes fois vaincu, mais il existe toujours et il redoute que César ne devienne roi. Et un complot étourdi qui doit aboutir aux ides de Mars. Il y avait même une prophétie qui disait à César, méfie-toi des ides de Mars. Et en effet, en 44, à la sortie du Sénat, César est assassiné par les conjurés de 23 coups de couteau. Pourquoi 23 ? Parce que c'est un crime politique, ce n'est pas un crime crapuleux. Chacun donne son petit coup de couteau pour participer au sauvetage de la République, qui ne sera pas sauvé du tout d'ailleurs. Et César meurt noblement et apercevant son fils Brutus, son fils adoptif parmi ses assassins, il a le temps de prononcer une dernière phrase historique, « Tu quoque fili », toi aussi mon fils. Et César est mort, mais la guerre civile, heureusement, n'est pas terminée.